tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Votre boisson chaude à la main, ou fraîche, selon si l'été a enfin décidé d'être avec nous, peut-être même une belle glace à l'italienne rafraîchissante à souhait et au parfum délicieux face à la mer ou durant un long trajet en voyage. Dans tous les cas, installez-vous bien, car ce mois de juillet a été improbable côté lecture. J'ai plein de choses à partager avec vous. Ça y est ? Vous êtes bien en place ? Alors plongez avec moi au cœur du mois de juillet. Pour ce qui va concerner mes chroniques de lecture du mois de juillet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir mes nombreuses stories car ce mois-ci, je me suis lancé un petit défi, histoire de sortir plein de petits livres de ma palle. Pile à lire. Pendant mes 2 semaines de vacances. Le principe était très simple. Imaginez un challenge, petit mois, petite lecture, mixé avec un challenge 7 jours, 7 livres. Vous voyez l'astuce ? Bon, comme j'étais entre plus d'1 semaine, mais moins d'1 mois, je n'ai mis que 12 petits livres de côté, me demandant combien de temps il me faudrait pour les lire. Je l'ai appelé le Holy Book Day Challenge. Comme je continue également mon challenge du livre mystère, ces 12 livres ont gardé leur emballage jusqu'à ce que le hasard les choisisse. Alors d'après vous, combien ai-je réussi à lire de livres pendant ces 2 semaines de vacances ? Est-ce que j'ai réussi mon challenge ou pas ? Donc voici le petit bilan du Holy Book Day Challenge été 2024. Alors assez de suspense, voici la chronique de mes 10 livres lus sur les 12 sélectionnés. Pas mal, hein ? Bon, à noter que nous étions sur des petits livres, moins de 400 pages, et que j'étais en vacances, ce qui m'a grave facilité les choses quand même. Cela m'a permis de lire 3 livres de ma cube, sur les 6 reçus au moment du challenge. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, quelles ont été mes précieuses lectures du Holy Book Day Challenge ? Le premier livre qui a été tiré au sort, c'est un tome de Sherlock Holmes qui s'appelle Son dernier coup d'archet. L'auteur, tout le monde le connaît, c'est Sir Arthur Conan Doyle. Vous vous doutez bien, Sherlock Holmes, que c'est un roman policier. Là, on était sur un recueil de 8 nouvelles avec son extraordinaire aptitude à la déduction imprévisible et raisonnée qui permet au plus célèbre violoniste de la littérature policière, également opiumane, botaniste, criminologue, de faire la lumière, entre autres, sur les menées d'un dictateur sud-américain en fuite ou les agissements de la mafia napolitaine à New York, aussi bien que de donner un sérieux coup de main, à la veille de la Première Guerre mondiale, au contre-espionnage britannique. Comme il se doit, la brume londonienne enveloppe ces affaires ténébreuses contées par l'indispensable Dr Watson avec l'art de la mise en scène et le sens du suspense qui ont fait de livres comme Le Signe des 4 ou Le Chien du Baskerville des classiques de la littérature mondiale. Alors, quel a été mon avis après ce petit résumé, sans être un vrai résumé du coup parce que 8 nouvelles, c'était un peu compliqué à vous résumer. Alors, mon avis, bon. Une fois passées les tournures de phrases un petit peu trop empoulées, lourdes à mon goût, l'utilisation excessive du passé simple notamment, les remarques colonialistes, limite racistes, à notre époque, sérieusement, certaines choses ne passent plus. J'ai eu du mal à lire ces petites nouvelles. J'ai apprécié ma lecture, mais pas autant que lorsque j'avais une 10aine d'années et que je découvrais ce fabuleux détective pour la première fois. Je ne sais pas si c'est mon âge qui fait ça ou si enfant je ne faisais pas attention à certains commentaires, mais j'ai eu un petit peu de mal avec ma lecture sur ce recueil. Je ne me souvenais pas que les phrases étaient aussi longues, que les verbes conjugués étaient tous au passé simple, et je comprends encore moins pourquoi aujourd'hui cela me trouble. Mais
forcément, Sherlock Holmes est égal à lui-même, toujours aussi doué, à voir des éléments que nous ne percevons pas. Et cette façon de voir les choses autrement que nous, c'est toujours quand même une lecture fascinante, même si, avec le décalage d'âge, peut-être que je n'ai pas su apprécier la lecture de la même façon que quand j'étais petite, où ça me faisait rêver du métier de détective privé et que je rêvais de faire ce métier un jour. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Des missives bien sulfureuses de Dominique Bourgeon, qui est encore un roman policier. J'avoue que sur ce mois de juillet, sur ce petit challenge, les petits livres étaient surtout des romans policiers. Donc j'espère que vous êtes fans du genre parce que il va y en avoir un petit paquet. Alors le résumé de ce livre, c'est un antiquaire est massacré dans son échoppe du marché aux puces à Paris. À 300 km de là, au fin fond de la Brenne, les corps de 2 femmes sont retrouvés calcinés. Quel rapport entre ces crimes ? Un vaste trafic d'œuvres d'art et de biens culturels volés pendant la dernière guerre. Parmi ces trésors, de somptueux tableaux, quelques curiosités historiques et de bien sulfureux courriers échangés avant le conflit par des personnalités de premier plan. Des faits historiques, des crimes, des vols, des découvertes stupéfiantes, une enquête passionnante, mais aussi une saisissante plongée dans les méandres de la grande histoire. On verrait bien le commandant Rigini, ou Rigini, je ne sais pas trop comment le prononcer, et sa pétillante adjointe rejoindre les héros de la série L'Art du crime. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi, j'adore cette série. Alors, mon avis sur ces sulfureuses correspondances. Ce roman m'a donné l'impression de regarder un épisode de la série Meurtre A. Je sais pas si vous voyez de quelle série je parle, que l'on peut regarder sur France 2, mais j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, comme autant j'aime regarder ces épisodes qui se passent dans les différentes régions de France avec des histoires de meurtres et des enquêtes. Je me suis prise à imaginer les personnages des acteurs, les personnages de mon livre avec des acteurs français, du coup, puisque comme je fais le parallèle avec la série Meurtre A sur France 2, forcément j'ai des noms qui me viennent, comme Samuel Labarthe, que l'on peut retrouver notamment dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Charlie Bruno, ou Sarah Mortensen, ou Lola De Waer, que l'on peut retrouver toutes les deux, ces deux dernières, notamment dans la série Astrid et Raphaël. C'était vraiment comme si je me retrouvais devant ma télé, en fait, à regarder un épisode de polar. Autant dire que je me suis régalée. Je ne connaissais pas grand-chose sur Mussolini et le fascisme italien, à part ce qu'on apprend à l'école, bien entendu, et ça a été vraiment très instructif. Il y a même à la fin du roman une petite note de l'auteur, où Dominique Bourgeon, l'auteur, nous explique comment lui est venue l'idée du livre et les éléments de recherche sur lesquels il s'est basé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour mieux comprendre encore le contexte du livre. Entre meurtres, liens familiaux et secrets de famille, on mène l'enquête avec l'OCBC, qui est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui est notamment l'organisme policier qui a lieu dans L'Art du crime, la série télé de France 2, toujours. On se retrouve comme dans un épisode en fait de L'Art du crime, c'est vrai, puisque ça tourne autour de tableaux, d'objets culturels qui ont été volés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le roman se lit vraiment très facilement et je dirais même presque d'une traite. Je me suis régalée, je vous dis, c'était vraiment comme si je regardais un épisode à la télé, mais dans un livre. Le troisième livre que j'ai lu, c'est L'Archipel des oubliés de Nicolas Beuglet, qui est un thriller. En résumé, cette histoire vous fera douter de tout. Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen, le savent. Malgré leur caractère opposé, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'homme sans visage, l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste, un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Derrière les volets clos de la demeure, l'ombre d'une jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle prétend être ? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. Dans une course qui les entraîne du Loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des oubliés. L'ultime rempart au chaos du monde. Un thriller glaçant
et perturbant, car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses pourrait bien ressembler au choix de civilisation qui se dresse devant nous, même de vous. Alors, en résumé, excusez-moi, je bois mon petit cappuccino. Ça donne soif, toute cette lecture de livres pendant les vacances d'été. Eh ben, mon avis, c'est mitigé. Là, en fait, j'ai lu le dernier tome d'une série qui existe déjà, dont je n'ai absolument jamais lu les tomes précédents. En soi, ça pose aucun problème à ma lecture. On peut très bien lire ce livre et suivre le récit sans être perdu. On y retrouve 2 héroïnes, semble-t-il, récurrentes de Nicolas Begley, qui se rejoignent pour la résolution d'une seule et même enquête, au grand final, du coup, dans ce tome-là. Les 2 femmes sont attachantes, il n'y a pas de souci avec ça. Au début, j'ai eu l'impression d'être plongée dans un récit qui mixait un X-Files avec un roman de Stephen King, ce qui était franchement plutôt bien. Puis dans une deuxième partie, on glisse dans un texte qui ressemble plus à du James Bond, à la recherche d'une organisation criminelle de grande envergure qui se serait perdue dans des contrées lointaines, et on fait un léger crochet dans l'indicible horreur, certes. Alors oui, la plume de l'auteur manie très bien ses effets tout au long de l'histoire, mais je n'ai aimé en fait que la première partie. Toutes celles vraiment horrifiques qui concernent le manoir, l'Écosse, la jeune veuve bizarroïde. Ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment flippé. J'étais vraiment immergée dans l'histoire sans aucun souci, mais cette deuxième partie, qui ressemble plus à un film d'espionnage, ça m'a laissée complètement froide et c'est venu carrément amoindrir mon plaisir de lecture. C'est dommage pour moi, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Je crois que je n'aime tout simplement pas vraiment les histoires qui tournent autour d'un protagoniste sous forme de multinationale monstrueuse et horrible. J'ai lu tous les Agatha Christie, par exemple, sauf un. Ouais, il y en a qu'un seul que j'ai pas réussi à finir. Un seul, ça va, sur tout ce qu'elle a écrit, c'est déjà pas mal. Mais j'ai jamais réussi à finir La Passagère de Francfort. J'avais abandonné ma lecture en plein milieu. Parce que ça tournait autour, pareil, d'une multinationale ou d'une société secrète sous-jacente. J'ai pas aimé, j'adhère pas à ce genre d'histoire, donc c'est un peu dommage. J'ai quand même lu le livre là de Nicolas Begley jusqu'à la fin. Parce que, dans tous les cas, j'avais qu'une seule envie, c'est que l'histoire se termine, en fait. J'ai vraiment aimé que la première partie. Cependant, si ce genre d'intrigue avec un mélange thriller, film d'horreur, espionnage, enquête de police, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous y trouverez certainement votre bonheur. Ça n'a pas été le mien, mais ça peut être celui de quelqu'un d'autre sans aucun souci. La 4e lecture que j'ai faite m'a un petit peu changé du genre policier et m'a plongée dans un récit de science-fiction. Le titre, c'est Le Phare 23 de Hugh Howey. En résumé, pendant des siècles, les gardiens de phare ont assuré la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et bien souvent ingrat, où l'ennui s'avère parfois plus difficile à endurer que l'instabilité des éléments. Jusqu'à ce que quelque chose se passe, qu'un navire soit en détresse. Au XXIIIe siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans la Voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces engins ont été conçus pour être d'une solidité à toute épreuve. Ils ne connaissent jamais d'avarie. En théorie du moins. Après la trilogie Silo, que Hugh Howey a écrit, cet auteur revient avec un roman au suspense haletant, dans un monde aux proies aux aliens et à la guerre interstellaire, et il met en scène le destin d'un homme rongé par un mal tout aussi redoutable, l'infinie solitude des confins de l'espace. Alors ça, c'était le résumé, pas mon avis. Mon avis, il arrive. Alors, j'ai un petit peu moins l'habitude de lire des romans de science-fiction, même s'il y a certains sujets qui m'intéressent et que j'ai peu avoir déjà lu auparavant. Mais je ne connais peut-être pas tous les codes de la science-fiction. Je connais plus les codes des romans policiers que de la science-fiction. Mais dans cette histoire, on est clairement dans un huis clos.
Et là, où ailleurs l'enfer ce sont les autres, bah ici, l'enfer c'est soi-même, c'est la solitude, c'est se retrouver seul avec soi-même, ses démons intérieurs et ses traumatismes de la guerre. C'est interpréter tous les bruits que l'on peut entendre quand on est tout seul et que notre conscience nous travaille. C'est devoir affronter seul tout ce qui se passe autour de la balise phare, et aider les navires en détresse. C'est vivre avec les désastres possibles sur sa conscience et se sentir coupable de ne pas avoir agi à temps ou d'avoir fait comme il faut. C'est avoir perdu confiance en soi. Voilà ce que le narrateur nous conte. C'est une histoire surtout d'angoisse. Moi, je sais par exemple que je pourrais pas rester enfermée dans une capsule, c'est pas possible, je suis un peu claustro. Donc du coup, plus que d'entendre des bruits, je serais angoissée à mort. Donc là, c'est vrai que au niveau de l'écriture, j'étais complètement angoissée à mort, vraiment. C'était un petit peu stressant, mais bien plus qu'une histoire de science-fiction, je crois que c'est plutôt une histoire d'introspection, de combat avec soi-même, de la façon dont on essaye de vivre avec ses angoisses, avec ses traumatismes, puisque c'est un ancien militaire qui a décidé d'arrêter d'être militaire et qui a préféré, pour s'éloigner de tout, aller vivre dans un phare dans l'espace aux confins de l'univers, tout seul, parce que c'était plus facile à gérer pour lui émotionnellement et psychologiquement. C'est une histoire vraiment basée sur de la psychologie. Si vous aimez les huis clos, la psychologie, les introspections, vous y trouverez votre bonheur. Il y a aucun souci. Après, forcément, il est pas tout le temps tout seul. Hein. Il croise des vaisseaux, il vient en aide à des personnes, etc. Donc, il y a pas que ça. Mais le plus gros du livre, c'est ça. C'est de l'introspection. Alors rassurez-vous quand même, hein, c'est pas qu'une histoire de descente aux enfers. Hein. Il y a vraiment tout un tas d'aventures qui lui arrivent. Mais il faut savoir que si vous voulez savoir pourquoi cet homme est dans cet état psychologique défaillant, qui a dû passer à l'étape de la solitude, à quitter le monde, si vous voulez savoir s'il va réussir ou pas à surmonter tous ces traumatismes, allez lire le livre. Le 5e livre que j'ai lu de cette Holy Book Day Challenge, c'est le tome 1 de la série Les Enchanteresses de Sophie Gliokas, qui est un young adulte fantastique. En résumé, imaginez pouvoir vous protéger de vos harceleurs. Imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt. Séduisant, n'est-ce pas? C'est ce que pensaient Bleuhen, Flora et Lysique. Du moins, jusqu'à ce que ça aille trop loin. En trouvant un grimoire dans la forêt de Brocéliande, ces 3 filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que ces incantations marcheraient vraiment. Et puis, leur vie a basculé et elles sont devenues des enchanteresses. Mon avis, c'était une bonne lecture. Avec 3 héroïnes très attachantes, chacune une personnalité bien distincte. Qui n'a pas rêvé comme elle d'avoir le pouvoir de se venger des imbéciles qu'il peut y avoir quand on est au collège ou au lycée? Mais c'est un peu comme la légitime défense. Ça doit être à la mesure de ce qu'on a subi, et surtout pas plus, car sinon nous passons du statut de victime à celle de bourreau à notre tour, et c'est ce que raconte cette histoire. La magie a toujours un prix, et il faut savoir ce qu'on est prêt à subir pour avoir le droit de l'utiliser. Même si on est comme elle, à trouver leur harceleur imbuvable et à vouloir qu'il leur arrive quelque chose qui nous vengerait ou nous soulagerait, on se rend vite compte que les limites sont très fines. Alors bien entendu, on a envie comme elle qu'il arrive quelque chose à ces sales types ou que les autres sonnent l'alerte ou viennent nous aider. C'est horrible de se sentir seul dans ce genre de situation, mais là, c'était peut-être un petit peu trop pour moi. Il y a toujours des décisions bonnes à prendre et surtout ne pas laisser l'autre prendre le dessus sur nous. Il y a des associations qui peuvent nous aider et il faut toujours le dire. Si vous êtes harcelé, si vous rencontrez des soucis avec des personnes qui vous terrorisent et qui vous font souffrir le martyre jour après jour, franchement,
allez demander de l'aide. Il y a des associations pour ça. La magie, c'est pas forcément la bonne solution. Garder cela pour soi, ça fera qu'envenimer la situation. Alors si vous êtes témoin aussi de ce genre de scène, ne laissez pas la victime toute seule. Agissez pour dénoncer ce qui doit l'être et faire cesser ces drames. Sinon, ces monstres pourraient finaliser le travail pour nous et se nourrir de nos peurs. C'est ça que raconte en gros l'histoire des Enchantresses. Ces jeunes filles ont subi vraiment un harcèlement, ça n'existe pas. Un harcèlement vraiment horrible. On n'a pas envie de vivre ça quand on est au collège ou au lycée. On a déjà bien assez à gérer nos propres émotions. Si en plus on doit gérer les émotions négatives des autres, c'est un petit peu compliqué. Mais quand on voit quelqu'un qui souffre, en fait, faut pas le laisser. Faut pas le terroriser ou le martyriser. Faut l'aider. Faut l'écouter. Faut lui apporter tout le soutien qu'on peut. Et dans ce livre, même si la magie semble la solution de facilité, elles se rendent bien compte, nos 3 héroïnes, qu'en fait, elles ont créé des choses bien plus atroces que ce que les harceleurs leur ont fait subir. Du coup, si ça vous rend curieux, allez lire ce livre. Je ne pourrais que vous répéter ça aujourd'hui. J'ai lu beaucoup de livres. Donc, si vous avez aimé ce que je vous en ai dit, au moins sur les résumés et mes avis, n'hésitez surtout pas à aller vous repaître de ces livres de la même façon que moi. Le 6e livre que j'ai lu, c'est Corakès, les enfants maudits de Caroline Blinot, qui est une tragédie grecque. Le résumé. Chrysanthe est une Pythie au service d'Apollon. Une nuit, une vision la frappe. Entourée de cadavres putréfiés, déformée par une maladie sombre et mystérieuse, elle entrevoit la chute prochaine d'Athènes et se voit maudite par une entité redoutable qui la prendra en chasse. Le même soir, l'arc d'argent d'Apollon protégé par la gardienne Danaé est volé. Dans le port du Pirée, un navire égyptien s'échoue et libère le mal entrevu par la Pythie. Agin, mercenaire, est le seul survivant de cette tragédie. Il se réveille sur une plage, l'arc d'argent en main. Tous les 3 ignorent tout de la tragédie se joint à leur insu. En quête de leur propre liberté, ils devront faire face à leur destin, un futur teinté de fatalité. Alors, pour mon avis, le terme approprié serait une lecture nébuleuse. Ce fut une lecture nébuleuse. Entre rêve, illusion et réalité, il y a de quoi se perdre. On suit 3 personnages au passé et à l'avenir tragique. J'ai très peu lu de tragédies grecques, à part celles qu'on nous a fait lire à l'école. Je ne suis donc pas la mieux placée pour comparer, mais ce récit est identique à celui de mes souvenirs de lycéenne, qui découvre l'histoire et la culture grecque avec tous ses mythes, légendes et héros, et surtout Dieu. Je ne saurais trop quoi vous dire en fait de ce livre. J'ai pas tout compris. Je me suis perdue dans ma lecture. J'avais du mal à suivre la chronologie, la narration, les étapes du livre. Je me suis vraiment retrouvée comme dans un rêve en fait, où on comprend pas tout, mais on suit le chemin qui se trace devant nous et on essaye de le comprendre, de faire en sorte d'avancer dans sa lecture. Alors je dirais que pour moi, ça n'a pas été une bonne lecture, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous plairait pas. Tous ceux qui aiment les histoires un peu compliquées, franchement, vous y trouvez votre bonheur. Si vous aimez démêler des intrigues, si vous aimez suivre des points de vue de plusieurs personnages qui vous permettent de comprendre l'histoire à un point de vue différent de celui d'un autre, alors ça va vous plaire, sans aucun doute. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Le 7e livre que j'ai lu, on retombe dans un cosy mystery. Je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de romans policiers
Et là, c'était un cosy mystery sans sas. Ça s'appelle Le Corbeau d'Oxford, une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin. En résumé, Oxford, 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police d'Oxford sont mobilisés. La toute jeune policière, Trudy Loveday, rêverait de participer à une affaire aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clément Ryder, coroner, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux Corbeau d'Oxford. Alors mon avis, j'ai adoré. Voilà, si je peux résumer cette lecture, c'est j'ai adoré. Sur ce défi des vacances, c'était une de mes meilleures lectures, je l'ai dévorée. Je l'ai lu, pour tout vous dire, alors j'étais en vacances certes, mais je l'ai lu en 24 heures. 24 heures. Genre je l'ai commencé à 17h le lundi, je l'ai fini le mardi à 17h. Pour suivre l'exemple d'Emilia, dont je vous ai déjà parlé dans le précédent épisode, l'épisode 6, j'ai mené l'enquête avec les personnages et je me suis amusée. Et pour ceux qui se demandent ce que mes investigations ont donné, eh bien j'ai trouvé le tueur, mais je n'avais pas le bon mobile. Donc j'ai fait comme Emilia, je me suis fait un tableau blanc, j'y ai indiqué les personnages, les victimes, les suspects, les probables coupables, l'arme du crime, les moyens utilisés, la petite chronologie aussi qui va bien. Je me suis vraiment fait un vrai tableau avec des fils rouges qui vont d'une image à une autre ou d'un texte à un autre pour essayer de mener l'enquête. Et franchement, je me suis régalée. On y suit une jeune stagiaire de la police qui, quand même, rappelons-le, on est dans les années 60, en tant que femme et policière, doit sans arrêt prouver qu'elle a autant de valeur qu'un homme, qui est assignée à l'assistance d'un ancien chirurgien devenu coroner. Note de la traductrice, c'est indiqué dans le livre et ça m'a été vraiment très utile, même si j'ai déjà vu plein de séries policières anglaises. J'étais quand même ravie de retrouver cette définition. Donc un coroner, c'est un officier judiciaire indépendant chargé d'enquêter sur les circonstances de décès soudains, violents et suspects. Il a le pouvoir d'ouvrir une enquête, d'ordonner une autopsie et de convoquer un jury avant de donner la main à la police. Suite à l'assassinat d'un jeune homme, ils vont ensemble mener l'enquête sur une vieille affaire de mort accidentelle où le jeune homme était témoin. Leur duo fonctionne très bien. Lui en tant que mentor, et elle, moteur aussi d'ailleurs dans l'enquête, et elle en tant que jeune femme intelligente qui avait juste besoin qu'on lui fasse confiance pour montrer de quoi elle était capable. Elle est quand même très jeune, hein, elle a 19 ans. Elle m'a parfois un petit chouïa énervée quand elle traitait toutes les personnes de plus de 40 ans de vieilles personnes. Mais bon, c'est vrai que pour les petits jeunes, tous les plus de 30 ans sont des vieux. Donc du coup, il a fallu que je relativise, mais c'était un peu embêtant quand même. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est vieux, hein. Je voudrais vous dire quand même. Donc bon, l'autrice a su naviguer entre les différents points de vue et on a quelques bribes de ce qu'ils pensent. Les héros principaux et les témoins interrogés, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait, on suit l'intrigue... comment on pourrait vous dire, de façon très immergée, puisqu'on a ce que pense Trudy, on a ce que pense le docteur Clément, on a ce que pensent certains témoins interrogés, donc on a ce qu'ils vont répondre aux questions posées par les enquêteurs, mais ce qu'ils vont penser eux dans leur tête, sans trop nous en dire bien entendu, et ben ça, franchement, ça a rendu l'intrigue passionnante d'avoir ces points de vue différents qui se suivaient dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais sans trop en dévoiler, mais tout en disant un petit peu. Franchement, j'ai adoré. C'est une série de Cozy Mystery qui a déjà 8 tomes. 8 tomes, vous vous rendez compte? Donc, moi, je vais tous les rajouter à ma wishlist, ça c'est sûr, parce que franchement, j'ai hâte de retrouver ce duo entre Loveday et Ryder que j'ai trouvé passionnant. Ma 8e lecture,
c'est Celle qui n'était plus de Boileau-Narcejac. Alors pour ceux qui auraient vu le film Les Diaboliques, c'est sur cette histoire que provient le scénario. On est donc dans un roman noir. En résumé, de l'autre côté du couloir, des pieds glissent sur le parquet de la chambre. Le lustre s'allume. Le bas de la porte du bureau s'éclaire. Elle est derrière, juste derrière. Et pourtant, il ne peut y avoir quelqu'un derrière. À travers l'obstacle, il s'écoute, le vivant et le mort. Mais de quel côté est le vivant ? De quel côté est le mort ? Ah ah ! Mon avis. Alors, c'est un de mes livres de la Cube que j'ai quand même vraiment apprécié. Mais comme j'avais vu le film et que je connaissais la chute, la lecture a été un petit peu dure à aborder parce que forcément, tout au long du livre, on vous expose l'histoire sans vous amener à la chute. Et quand on connaît la chute, on voit pas l'histoire de la même façon parce qu'on sait, en fait, nous, derrière ce qui s'est vraiment passé puisqu'on a vu le film. Alors du coup, c'est un petit peu délicat. J'aurais préféré peut-être lire le livre avant de voir le film, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Donc la lecture a été un peu dure, mais en essayant de ne pas, le plus possible, de ne pas penser à la fin, j'ai quand même plongé dans l'angoisse, la limite de la folie, parce que les auteurs, leur plume, franchement, elle est imagée, descriptive, angoissante, c'est palpitant en fait, c'est très haletant, on suit vraiment mot à mot, un mot après l'autre, on avance dans ce qui se cache derrière l'ombre, derrière une porte, derrière un meuble, et franchement, on avance comme le personnage principal dans les méandres de la folie, l'anxiété, le noir de la situation. Leurs plumes nous immergent totalement dans l'ambiance limite horrifique. Du coup, je dirais roman noir, peut-être même thriller. On se croirait dans un film d'Hitchcock. Et ça, c'est vraiment bien réussi. Chapeau. En ce qui concerne ma 9e lecture, oui, ça va, on est déjà 9 lectures sur 10, on arrive à la fin de ce petit Holy Book Day Challenge. Donc, j'ai lu encore, un roman policier. Et oui, quand vous choisissez des livres qui font tous entre 200 et moins de 400 pages, vous avez souvent des romans policiers. Donc, le résumé de Par-dessus bord de Carol Higgins Clark. La fille de Mary Higgins Clark. En se rendant à la réunion des anciennes de Saint-Polycarpe, dans le manoir de l'excentrique Lady Exner, Regan Reilly ne songeait qu'à oublier ses soucis de détective pour évoquer d'agréables souvenirs. Mais ce soir-là, dans un bois tout près du manoir, on retrouve le corps d'Athéna Popoulos, une jeune héritière grecque disparue 10 ans plus tôt. Et l'évocation du passé prend les allures d'un début d'enquête qui se poursuivra à bord du Queen Guinevere, c'est bizarre comme nom, Queen Guinevere, on va dire ça comme ça, un paquebot de luxe sur lequel ont embarqué la détective et Lady Exner. C'est là que se trouve l'assassin et tout indique que c'est aux 2 femmes qu'il en veut maintenant. Excusez-moi, je bois un petit peu de cappuccino. Voilà. Alors, mon avis, c'est un petit polar, une petite intrigue. Même si certaines circonstances apparaissent un peu grosses, comme par hasard, c'est à cette réunion d'anciens élèves qu'on retrouve le cadavre d'Athéna, qui n'a jamais été découverte jusque-là, soit quand même une 10aine d'années, alors qu'elle était juste couverte de feuilles mortes. C'est un peu gros quand même, hein. Mais bon, ce récit se lit comme du petit lait. On sait dès le départ qui est le tueur, parce qu'on le suit dans l'histoire. Et toute l'intrigue repose sur la révélation du mobile. On en apprend au fur et à mesure des éléments qui nous amènent à son objectif, au tueur, tuer Lady Exner et sa dame de compagnie, pour l'occasion, Regan Reilly, fille d'une autrice de polar, comme dans la vraie vie, et d'un père dirigeant de pompes funèbres, ça nous met direct dans l'ambiance. Lors de cette croisière, ces 2 dames vont rencontrer des personnages hauts en couleur. Peut-être un peu cliché, mais ça fait le taf.
qui, chacun, à leur manière, viennent égayer ce voyage. Car Regan est surtout là pour prendre soin de la vieille Lady Exner, qui est une femme avec une personnalité un peu excessive, qui mord la vie à pleines dents, presque comme si chaque jour était le dernier. Bon, après, si mes souvenirs sont bons, elle avait à peu près une 80aine d'années, donc on peut comprendre qu'elle mord la vie à pleines dents et qu'elle profite pleinement de chaque instant. Regan, à la demande de son neveu Philippe, qui s'inquiète énormément pour sa tante, lui a demandé de se transformer en dame de compagnie pour pouvoir accompagner sa tante sur sa croisière. Donc avec tout ça, entre les personnages, la croisière, la personnalité excentrique de Lady Exner et le tueur, parce qu'on a quand même des chapitres du point de vue du tueur, et ben avec tout ça, on n'a aucun moyen de s'ennuyer. C'était quand même pour une lecture d'été, un roman assez agréable à lire quand même. Faut pas déconner sur le sujet. Même si l'intrigue était vraiment grosse, c'était quand même sympa. Les révélations sont assez surprenantes d'ailleurs, donc ça relevait un peu le fait que Athéna n'a été découverte que 10 ans après alors qu'elle n'était couverte que de feuilles mortes. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous procurer le livre. Passons maintenant à ma dernière lecture du Holy Book Day Challenge. Des fleurs pour la couronne de Mary Allingham. Encore je vous le lis dans 1000, roman policier. Eh ouais, beaucoup de romans policiers. Alors, en résumé, Londres, 1911. La famille Barnabas, à la tête d'une prestigieuse maison d'édition, subit un premier coup du sort lorsqu'un des neveux du fondateur, Tom Barnabas, s'évapore en pleine rue sans laisser de traces. 20 ans plus tard, c'est un autre neveu, Paul Brand, qui disparaît dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Son corps est retrouvé peu de temps après dans la salle des archives de la maison. Les regards se tournent alors vers les cousins des victimes, les seuls à tirer profit de la mort de Paul. Pour se laver de tout soupçon, ces derniers font appel au détective Albert Campion. Mais certains membres de la famille Barnabas ne sont pas prêts à voir leur secret révélé au grand jour. Alors, mon avis pour cette dernière lecture du Holy Book Day Challenge de l'été 2024. Toujours un roman policier. Alors, je voulais découvrir l'autre reine du crime anglais, Mary Allingham, et ça c'est fait. Spoiler alerte, je reste pour toujours une fan inconditionnelle d'Agatha Christie. Personne ne viendra détrôner mon autrice préférée de Cozy Mystery. Agatha Christie, c'est the best. Il n'y a pas à dire. C'est elle, la reine du crime. C'est pas Mary Allingham. En tout cas pour moi. L'intrigue est bien menée. Le suspense, les questions sont bien présentes, mais il y a trop de questions pour moi. C'était dur à suivre et beaucoup moins amusant à lire que Le Corbeau d'Oxford, par exemple. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à le lire, parce que c'était pas aussi marrant. Bon, vous allez me dire, c'est un roman policier, c'est pas marrant. C'est pas faux. Mais moi, c'est mon genre de prédilection, donc j'aime lire des romans policiers. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage du détective. Et même si ça a été une bonne lecture, ça n'était pas du tout mon préféré du challenge. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai lu 10 livres en 15 jours et que j'étais fatiguée, que c'était le dernier, que j'en avais marre? Je sais pas. Je m'étais quand même plutôt bien amusée sur différents livres qui m'ont apporté de très bons moments de lecture. Mais celui-là est pas venu clôturer mon challenge avec une lecture formidable. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça reste du polar, ça reste une bonne intrigue, vraiment très nébuleuse. Donc du coup, pour tous ceux qui aiment ne pas savoir tout de suite qui est le tueur, vous serez en plein dedans. Hein. Franchement, là, j'ai vraiment eu du mal à deviner qui avait pu être le tueur. Donc, n'hésitez pas. Procurez-vous ce livre, lisez-le et faites-vous votre propre avis. Voilà. Les vacances se sont finies.
J'ai quand même réussi à lire 10 petits livres pendant mes 15 jours de congé. Bon, on est plutôt pas mal sur les 12 petits livres qu'il y avait dans ma palle. Je rappelle pour ceux qui ne se souviennent plus ce que veut dire palle, c'est la pile à lire. J'ai plutôt bien dégommé le nombre de livres qui m'attend. J'aurais d'ailleurs dû appeler ce challenge le casse de ma palle, mais bon, ce n'est pas comme si j'avais encore tout lu. Surtout que j'ai fêté mon anniversaire ce mois-ci et j'ai quasi autant lu de livres durant ce challenge que j'en ai acheté. Mais bon, que voulez-vous ? J'aime lire. Revenons donc maintenant à notre bilan normal de lecture du mois de juillet. Car oui, en plus de ces 10 petits livres, il me restait encore 2 semaines et demie avant la fin du mois de juillet. J'ai donc encore pu lire un peu. Alors d'après vous, qu'est-ce que j'ai bien pu encore lire ? Donc, pour ce bilan du mois de juillet de mon challenge du livre mystère 2024, combien ai-je lu de livres ? Eh bien, j'en ai lu encore, après ces 10 premiers livres, j'en ai lu 4 autres. Ouais. 4 autres livres. Autant vous dire que j'ai vraiment fait le casse de ma palle ce mois-ci. Franchement, j'ai dégommé 14 livres en tout. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors allons-y. Qu'est-ce que j'ai bien pu lire d'autre ce mois-ci ? Le premier livre de ces 4 derniers que j'ai lu, c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud, toujours de la littérature jeunesse. En résumé, les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorce. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald de Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances. Célestin Loup prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie, ce qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il part en quête des carnets que son propre grand-père Cornelius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confiés à une mystérieuse société secrète. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. Alors, mon avis de ce petit tome 2. De retour à Belle-Écorce, ce fut avec un grand plaisir, vous l'imaginez bien, que j'ai pu retrouver l'univers d'Archibald, le renard libraire. On y découvre un peu plus les membres de sa famille, et notamment son petit-neveu Bartholomé, avec qui il va mener l'enquête pour retrouver les carnets de leur aïeul, pour trouver le moyen de récupérer la librairie. On y rencontre de nouveaux personnages succulents, de nouvelles maisons, de nouveaux petits mots. Vous savez, les gros mots ou expressions typiques de cet univers comme nom d'une tarte, nom d'une citrouille et de nouvelles recettes aussi. En fait, on a un petit carnet de recettes à la fin du livre et ça donne envie de découvrir les gourmandises qui sont décrites tout au long des tomes. Un vrai régal pour les yeux comme pour les papilles. Il faudrait vraiment que j'essaye de faire une des recettes. Et on découvre une nouvelle maladie qui s'appelle, dans le livre, l'orage de cerveau. Alors, moi, dans ma tête, j'ai pensé peut-être à l'AVC, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Mais bon, c'était une nouvelle maladie, une nouvelle pathologie à découvrir et c'était vraiment très intéressant, comme toujours avec Michael Brun-Arnaud. On se retrouve comme dans un escape game avec des énigmes, des problèmes à résoudre et pour ceux qui aiment ce genre de récit, vous pourriez trouver votre bonheur. Je l'ai dévoré en 2 soirées et me suis plongée avec délice dans cette nouvelle histoire. Si vous ne les avez toujours pas lus, je ne comprends pas. Après tous les avis positifs qu'on a fait passer, n'hésitez plus. Ce sont vraiment de très belles lectures. Et on ne les lit pas comme de la littérature jeunesse. Il y a vraiment 2 niveaux de lecture. On peut lire ces histoires avec nos enfants, on peut les laisser lire à nos enfants sans aucun problème, mais on peut aussi, nous, en tant qu'adultes, les lire. On y retrouve un univers tellement bien créé, bien fourni, des personnages tellement agréables, tellement gentils, tellement merveilleux, qu'on peut nous aussi trouver de quoi être réconforté par cette lecture. Donc n'hésitez plus, je vous le conseille, réellement.
Ma deuxième lecture fut le tome 3 de l'Assassin royal, la nef du crépuscule de Robin Hobb, qui est une fantaisie médiévale. Le résumé du tome 1, parce que je vais pas vous spoiler avec le résumé du tome 3, hein, ce serait un petit peu bateau. Donc en gros, si vous vous souvenez bien, on est dans le royaume des 6 duchés, on a un roi qui règne sur ce royaume. Il est aidé dans cette lourde tâche par son fils Chevalerie, qui... Comme tous les gens, tous les nobles dans ce royaume portent un nom qui porte la qualité que leurs parents aimeraient voir développer. On a donc fils Chevalerie, mais on a aussi... pas fils Chevalerie, on a le prince Chevalerie, on a le prince Vérité, on a également né d'un second lit leur demi-frère, le prince Royal, et on a, au milieu de tout ça, le fils, le bâtard de prince Chevalerie, qui lui est décédé dans un accident de cheval il y a très très longtemps et que Fitz n'a jamais connu. Et en tant que bâtard, mais quand même fils de prince royal, il va être amené dans le royaume de son grand-père en fait, hein, parce que c'est son grand-père le roi subtil. Hein. C'est voilà, même si dans tout le livre on ne le dit pas que c'est son grand-père, mais c'est son grand-père. Donc du coup, son grand-père le récupère, l'éduque, l'habille, le nourrit, fait en sorte qu'il apprenne beaucoup de choses pour devenir presque un noble, presque un fils de sang royal, et on y découvre donc un héros malgré lui, puisque Fitz va vivre plusieurs aventures. Donc là, j'en suis au tome 3. Donc sur ces 3 tomes, on le voit grandir, on le voit évoluer, on le voit devenir un assassin royal, et on apprend tout un tas de choses sur les intrigues de la cour, sur le danger qui se rapproche des côtes avec les pirates rouges. Bref, on apprend tout un tas de choses. Donc bon, je vous ai fait un résumé plutôt chelou des 3 tomes. Mais bon, en gros, on suit Fitz Chevalerie qui apprend à devenir un assassin royal. Voilà en gros l'histoire. Alors mon avis. Bon, je pense que vous l'avez compris, ce fut un bonheur de lire ces 3 tomes. Franchement, je me suis régalée. C'est écrit tout petit, les marges sont très fines et ça fait un peu peur de lire quand on ouvre la première page. Mais une fois qu'on est plongé dans le récit, on ne veut plus en sortir. On suit Fitz avec plaisir tout au long de ces 3 tomes. On le voit devenir adulte, on le voit prendre un chemin jonché d'obstacles, mais aussi d'aventures. On le voit prendre de plus en plus de place dans ce royaume, même si ce n'est qu'un bâtard. Sa place, sa position n'est pas toujours vue d'un bon œil. Hein. Il doit affronter de nombreux ennemis comme les pirates rouges, les forchisés. On doit également le voir suivre les gens de sa cour, notamment un de ses oncles, parce que oui, c'est son oncle, le prince royal. On aura beau ne pas vouloir le dire, mais voilà, hein. Le prince royal est aussi son ennemi juré qui n'a pas du tout l'intention de laisser à Fitz la place qui est presque la sienne dans ce royaume en tant que héritier d'une certaine façon. Donc voilà. Alors là, sur le 3e tome, puisque c'est celui que j'ai lu, on le voit affronter toujours les mêmes ennemis, mais de façon un peu plus compliquée. Et franchement, la fin du tome 3, oh my god, ça a été terriblement haletant. J'en ai eu le souffle coupé. Oui, réellement, je me suis littéralement arrêtée de respirer. Vraiment. Je me suis surprise en pleine lecture à reprendre mon souffle parce que la fin était tellement angoissante que j'étais incapable de ne pas tourner la page qui suivait, j'étais incapable de me concentrer autrement que sur ce qui lui arrivait. Alors franchement, si comme moi vous voulez avoir le souffle coupé, alors n'hésitez pas.
allez suivre ses aventures, allez soutenir notre Fitch Chevalerie, qui est un super personnage. Je vous le conseille, mais à 10 milliards de %. Le 3e livre que j'ai lu sur ce mois de juillet, alors, on en est donc à 10 plus 3, ça fait 13. Le tome 2 des Héritiers du Solstice de Marie F. Fleury, qui est pour moi un mix entre l'urban fantasy et la romantasy. Alors, je vais vous lire le résumé du tome 1, pas le tome 2 pour pas vous spoiler. Donc dans le tome 1, il est le feu, elle est la glace, ils ne peuvent pas se rencontrer, mais vont devoir collaborer. Voilà la petite phrase d'accroche. Liam est né lors du solstice d'été. Nora lors de celui d'hiver. Ils sont les descendants de 2 familles rivales de gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires de veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux, sans se douter de l'identité de l'autre. Mais alors que les jeunes amants atteignent leur majorité et entrent en pleine possession de leurs dons, leur majorité c'est 21 ans, petite note. Les grandes villes du monde subissent des catastrophes climatiques d'une origine inconnue, faisant ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans ce climat particulier, Liam et Nora devront alors collaborer en tant que gardiens. Les 2 héritiers que tout oppose parviendront-ils à restaurer la paix ou le conflit ancestral qui déchire leur famille aura-t-il raison d'eux ? Voilà pour le résumé du tome 1. Je ne vous parle donc pas du tome 2 parce que je ne veux absolument pas vous spoiler parce que là, on en apprend vraiment beaucoup plus vu qu'on est sur une dilogie. Du coup, forcément, c'est le tome qui vient tout clôturer. Donc, en gros, si ce n'est les 4 scènes de smut sur les 2 tomes dont je me serais fortement bien passée, ce fut un beau moment de lecture. Comme vous le savez, je n'aime pas les scènes de smut. Je préfère quand la porte est fermée et me laisser imaginer tout ce qui peut bien se passer. Je n'aime pas les détails, je n'aime pas la crudité que peuvent avoir certaines scènes ou certains termes employés. Je n'aime pas ça. Je n'y arrive pas. C'est pas mon truc. Donc là, hormis ça, qui est venu quand même légèrement gâcher cette lecture, qui aurait pu être un coup de cœur, mais qui ne l'est pas, à cause de ces 4 scènes qui, pour moi, ne servent même pas à l'intrigue. Certes, ça nous montre un peu comment ils s'aiment, mais franchement, une fois la porte fermée, j'aurais très bien su comment ils s'aiment. Hein. J'ai pas besoin d'avoir le détail cru des termes employés. Mais bon, bref, ça, ce n'est que mon avis à moi, vous le savez. Je ne suis pas fan de la romance, je ne suis pas fan des scènes de smut. Moi, ce que j'avais aimé, c'était l'univers, c'était la dualité entre l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. C'était tout cet univers qui a été créé autour des saisons et de la magie que chaque saison pouvait apporter dans ce monde-là. C'était ça qui m'intéressait quand j'ai lu les résumés. C'est pour ça que j'ai acheté les livres. Après, c'est aussi parce que je suis Marie F. Fleury sur Instagram et sur les podcasts. Je vous en avais déjà parlé, je crois, sur l'épisode 1. Donc, si vous vous souvenez bien, ou si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez surtout pas à aller écouter tous les autres épisodes. Soit dit en passant, il n'y a pas que celui-là à réécouter ou à écouter. Et donc, du coup, je vous avais un peu parlé de son univers d'autrice et en même temps de spécialiste en communication. Et donc, du coup, pour en revenir à notre livre, ça a été un très bon moment de lecture, quand même. On clôture cette dilogie de façon très positive, et ça, j'ai adoré, parce que la fin est plus ou moins ouverte, mais elle est quand même... c'est une vraie fin, puisque ça vient clôturer et ça vient répondre à toutes les questions qui ont été posées tout au long des 2 tomes. Chaque question a trouvé sa réponse. Les personnages ont une jolie évolution, vraiment. J'aime beaucoup. C'est une romance, donc ça reste quand même assez... Enfin, il y a une grande part de romance, donc ça reste quand même très positif à la fin. Donc, si vous voulez lire une histoire qui finit bien, n'hésitez pas. Nora est tout à fait le genre d'héroïne badass dont j'aime bien suivre les aventures. Depuis le temps que vous m'écoutez, vous devez savoir que j'aime bien quand ce sont les femmes qui sont des super-héros, des héroïnes.
J'ai vraiment aimé l'univers qu'a créé l'autrice pour ces 2 tomes. C'est très complet, c'est très intéressant. On se croirait dans un mélange d'univers Disney et Marvel, avec des super-héros sympathiques et touchants. Et je sais que Maria Flori est fan de Disney, donc du coup, moi, ça m'a pas du tout étonné toutes les références qu'il peut y avoir tout au long des 2 tomes. Pas de Marvel, mais bon, moi, c'est comme ça que je les voyais, les super-héros transformés en personnages de Marvel. Et puis comme Marvel, c'est une licence Disney, et ben du coup, on fait un mix entre les deux. Et pop, 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 on a les héritiers du solstice. Donc, si vous aimez ça, allez-y. Les héros sont sympathiques, sont touchants. Si vous voulez découvrir une magie basée sur les 4 saisons, c'est la dilogie qu'il vous faut, avec une touche de romance, comme je vous l'ai dit, qui a quand même sa place dans l'intrigue. Pas les scènes de smut, elles ont pas de place du tout, mais la romance a sa place. Ça ne fait pas toute l'histoire parce qu'il y a vraiment tout un univers autour qui a été créé, une intrigue vraiment intéressante. Et en plus, je ne sais pas si c'est une spécialité des livres de la maison d'édition Bookmark, parce que ce sont les seuls livres que j'ai de cette maison d'édition, mais la couverture du livre, elle est soyeuse, toute douce. J'adore toucher ce livre. Et le papier qu'ils ont utilisé, il est d'une douceur sans pareil. Ce qui rend la lecture encore plus agréable. Franchement, que dire. Ça aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu ces scènes de smut. Autant vous dire, si ça vous dérange pas trop, foncez le lire. Je crois que ça va être le mot-clé de cet épisode. Foncez lire les livres que je vous chronique, sinon ça sert à rien. Mais si. Bon allez, passons au 4e et dernier livre du mois de juillet. Donc ça nous en fait 10 plus 4, 14 livres. Wouhou! J'ai vraiment dégommé ma palle. Alors là, nous sommes sur le tome 1 du Manoir de Castelcats de Alain Puységur. C'est un roman d'aventure, littérature jeunesse. Le résumé: il n'existe pas d'endroit plus prestigieux que le manoir de Castelcats pour étudier les arts occultes de la magie. C'est à Castelcats que les magocats les plus puissants sont formés, mais pas seulement. Les meilleurs mécanimateurs et les plus grands alchimistes y étudient également depuis des siècles. Une nouvelle année de cours débute au manoir de Castelcats. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Mais pour lui, qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castelcats cet automne. Des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruine, j'adore ce prénom, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Alors, mon avis, c'est un agréable roman de jeunesse que je vais adorer partager avec mes petits-enfants un jour. Oui, parce que mes enfants sont trop grands maintenant. C'est la littérature jeunesse. Je dirais que pour un bon lecteur, c'est un livre qui peut être abordé dès 9 ans. Je pense que à partir de 9 ans, on peut le lire. Mes enfants sont beaucoup trop grands et puis mon dernier, qui aurait l'âge requis pour lire, ne s'intéresse pas à la lecture. C'est mon plus grand désarroi et ma plus grosse déception, mais que voulez-vous? J'ai au moins le premier qui adore autant lire que moi. C'est déjà pas mal, mais lui, il est trop grand et je pense que c'est pas une lecture qu'il aurait envie de lire. En tant qu'adulte, moi, j'y trouve mon compte. En tant qu'ado, grand ado de 17 ans, je suis pas sûre. Mais entre 9, 14, 15 ans, je pense qu'on peut y trouver son bonheur et qu'on peut retrouver son bonheur en tant qu'adulte à la lecture de ce livre sans aucun souci. Les booktubeuses que j'ai pu regarder nous l'ont vendu comme un Harry Potter avec des chats en personnages principaux et franchement, ça fait le job. Et la couverture et les illustrations sont splendides. Merci d'ailleurs à Maud Chalmel pour ses beaux dessins qui nous plongent pleinement dans l'histoire. Vous pouvez la retrouver sur la page Instagram @maud_8 Chalmel_8 illustration. Vous retrouverez tout dans la barre d'outils.
Vous inquiétez pas. Elle m'a d'ailleurs dédicacé mon livre parce que je l'avais récupéré lors d'un salon du livre et c'était l'illustratrice qui était présente pour ce roman et elle me l'a dédicacé avec un joli petit chat tout mignon. Bref, je divague. Donc on a dans cette histoire du manoir de Castle Cast, on a 4 tomes qui sont en cours, chacun portant sur une saison. De quoi contenter les petits comme les grands, d'une aventure et d'un monde fantasy avec des chats. Et puis quand on vous le vend comme un Harry Potter dans une école de magie, forcément, ça peut intéresser. Chaque petit chat a une personnalité bien à lui, avec des qualités, des défauts, ce qui les rend finalement très humains et très attachants. Le début du livre porte sur différentes épreuves qui vont leur permettre ou pas d'intégrer l'école de magie de leurs rêves, mais surtout, tout au long de l'histoire, ils vont apprendre qui ils sont vraiment et la voie qu'ils doivent suivre quand ils deviendront plus grands. C'est une vraie petite révélation livresque pour moi. J'ai vraiment bien aimé et pourquoi pas les 3 autres tomes. Pourquoi pas sur les autres saisons. Là, on est sur la fin de l'été, début de l'automne, puisque c'est une rentrée scolaire comme on peut avoir dans le monde normal. Donc voilà, si ça vous intéresse ou si vous voulez l'offrir à vos jeunes enfants, enfin ceux qui ont quand même au moins 9-10 ans minimum et qui sont de bons lecteurs, parce que c'est quand même un bon petit bouquin, ça, vous trouverez votre bonheur. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et voilà pour ma petite chronique de lecture. Comme l'épisode est déjà très très long, je pense que je vais couper l'épisode en 2 parties. Et là, nous arrivons à la fin de la première partie. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et j'espère que toutes ces recommandations livresques vous auront plu, que vous aurez apprécié chaque petite histoire que je vous ai dévoilée. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram @jessangel, donc Jess-8 Angel. Je vous remettrai tout dans la barre d'outils, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager, surtout si vous avez aimé. C'est toujours très important pour partager nos avis positifs à d'autres personnes. Voilà. Bon allez, je m'arrête de divaguer. Merci d'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!